La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a déclaré que la guerre en République démocratique du Congo n'est pas une guerre de défense, mais plutôt de prédation, provoquant une onde de choc au sommet extraordinaire du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Le détail dans ce journal. Et puis, mise en garde du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Kumba, aux personnes qui menacent de troubler l'ordre public et s'attaquer aux églises ce dimanche, rappelant l'interdiction de marches publiques et de manifestations dans la capitale congolaise. Et à l'international, le Maroc œuvre pour décarboner son mix énergétique et porter sa capacité installée de renouvelables d'ici 2030. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette grande édition du journal télévisé. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, la première ministre Judith Suminwa a exprimé les préoccupations de la République démocratique du Congo face à l'agression du Rwanda. Son discours a provoqué une onde de choc. L'Afrique, unie dans son instance suprême, a pu se rendre compte de la réalité de la RDC, du risque qu'il y a pour toute la région de s'embraser si rien n'est fait à temps pour arrêter les agresseurs dans leur élan. Patrick Kilunga. L'occupation illégale des territoires congolais par les troupes rwandaises sous couvert du M23 constitue un acte de guerre et une menace pour la stabilité de toute la région. Judith Suminwa a fait cette déclaration soulignant les souffrances endurées par les populations. Les mots de la première ministre ont mis en lumière une humanité en détresse, victime d'une guerre qui semble interminable et injuste. La chef du gouvernement de la RDC n'a pas hésité à accuser le Rwanda d'engendrer une nouvelle rébellion qui vise à renverser le gouvernement congolais. Ce n'est pas seulement la souveraineté de la RDC qui est en jeu, c'est le fondement même de notre union et son engagement à protéger les États africains contre toute tentative de prise de pouvoir par les armes, a-t-elle affirmé, évoquant les dangers d'un précédent pour l'ensemble du continent. Face à l'inaction des États membres de l'Union africaine, la chef du gouvernement a appelé le Conseil à agir. Le Conseil doit agir avec fermeté, a-t-elle martelé. Elle a conclu son discours par une exhortation poignante à l'unité face aux atrocités, évoquant les enfants arrachés à leurs familles et les violences perpétrées. Au moment où le désormais ancien médiateur de la crise congolaise, Joao Lourenço, est devenu président de l'Union africaine, le Congo espère que les lignes vont dorénavant bouger pour faire cesser l'agression dont il est victime. La guerre en République démocratique du Congo n'est pas une guerre de défense, mais plutôt de prédation, a dénoncé Judith Suminwa au sommet extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La première ministre a mis à nu le véhité des pillages du sous-sol congolais que nourrit le Rwanda derrière le fallacieux prétexte de lutter contre le FDLR. Tendez bien l'oreille pour écouter la chef du gouvernement congolais. La République démocratique du Congo partage des communautés transfrontalières avec 9 voisins, notamment les Chokwe, Munda avec l'Angola, les Teke avec le Congo Brazzaville, les Rwandais avec la République centrafricaine. Pourtant, seul le Rwanda peut en faire de cette réalité un motif de guerre. Pourquoi? Si le Rwanda prétend que les FDLR constituent une menace existentielle, alors pourquoi, après toutes ces années d'occupation militaire des territoires, où Kigali affirme qu'il opère, n'a-t-il toujours pas réussi à les neutraliser? Comment un groupe armé, prétendument contrôlé dans une même zone, peut-il encore être brandi comme une menace réelle, alors même que les forces rwandaises et leurs sous-petits du M23 contrôlent ces territoires? Et surtout, en quoi le pillage systématique des ressources congolaises répond-il au problème des FDLR ou des minorités? Les faits sont là. Selon le groupe d'experts des Nations Unies, le Rwanda exploite illégalement plus de 150 tonnes de coltan chaque mois à Rubaya, dans le territoire de Massissi, et les revend sur les marchés internationaux sous une fausse origine. Ce pillage n'a rien à voir avec la sécurité.
Il ne s'agit pas d'un combat contre une menace, mais d'un modèle économique criminel qui alimente l'instabilité pour mieux dissimuler un système d'exploitation illégale. Nous ne sommes pas face à une guerre de défense, nous sommes face à une guerre de prédation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé vendredi 14 février 2025 son prédécesseur Joseph Kabila décommanditer le rebelle du M23 qui envahissent l'est du pays avec l'appui de l'armée rwandaise. Il a affirmé lors de son séjour en Allemagne où il a participé à une conférence à Munich sur la sécurité. Ces propos de Félix Tshisekedi ont été rapidement rejetés par le camp de l'ancien président congolais Joseph Kabila. Plus de détails dans cet élément. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a accusé vendredi 14 février son prédécesseur Joseph Kabila de commanditer le rebelle du M23 qui envahissent l'est du pays avec l'appui de l'armée rwandaise. Il l'a affirmé lors de son séjour en Allemagne où il a participé à la conférence de Munich sur la sécurité. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Des allégations que rejette le camp au Kabila. Ces propos de Félix Tshisekedi ont été rapidement rejetés par le camp de l'ancien président congolais. La conseillère en images de Kabila, Barbara Nzimbi, a fustigé une gouvernance basée sur la politique du bouc émissaire. Que le peuple congolais attend aujourd'hui du président Félix Tshisekedi contre son prédécesseur est celle d'être meilleur président que lui, dans le respect de l'homme, par exemple, dans l'amélioration de conditions sociales et économiques, enfin, principalement dans la stabilisation effective et définitive de la situation sécuritaire. C'est sur ce terrain que le peuple pourra évaluer le niveau non seulement de ses compétences, mais aussi de son sérieux en tant que garant de la nation, et non en jouant à l'autruche face à ses responsabilités. Le déni profond dans lequel est plongé le président Tshisekedi aujourd'hui est un gaspilleur des temps, d'énergie pour lui, pour son gouvernement, pour nos vaillants FARDC qui se battent au prix de leur vie. Et ce déni qui a malheureusement pour première victime le peuple congolais. Mais alors que la tension monte entre Tshisekedi et Kabila, la population congolaise attend des réponses concrètes face à une crise qui continue de s'aggraver. Restons toujours dans ces dossiers consacrés à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a adressé une lettre à la National Basketball Association, nous parlons bien évidemment de la NBA, pour exiger la cessation des contrats de sponsoring de la Basketball African League, la BAL, avec plusieurs entités rwandaises, notamment Visit Rwanda et rwandaise, suite à l'occupation par les troupes rwandaises de vastes zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a écrit au commissaire de la National Basketball Association, NBA, Adam Silver, pour exprimer sa profonde préoccupation concernant la relation étroite entre la NBA et le Rwanda, alors que ces derniers et ses supplétifs du M23 mènent une guerre dans l'est de la RDC, entraînant le déplacement de plus de 700 000 personnes. Dans un document daté du 14 février 2025, la RDC, à travers sa diplomatie, a exigé la cessation du contrat de sponsoring de la Basketball African League avec plusieurs entités rwandaises, notamment Visit Rwanda et Rwandair, suite à l'occupation par les troupes rwandaises de vastes zones de l'Est de la RDC. S'adressant à la NBA, la diplomate congolaise a souligné que la culpabilité du Rwanda dans ces conflits est devenue incontestable après que le groupe d'experts de l'ONU a révélé que 4000 soldats rwandais
soutiennent activement le groupe terroriste M23 dans sa campagne militaire dans les provinces congolaises du Nord et Sud Kivu. À part cela, cette correspondance de la patronne de la diplomatie congolaise a également soulevé les préoccupations concernant le source de financement du parrainage de basketball au Rwanda, notant que des millions de tonnes de minéraux critiques ont été extraites illicitement dans des territoires occupés par les forces rwandaises. Wagner a fait également mention dans sa lettre de poursuite judiciaire contre Apple en raison de minéraux de sang qui seraient présents dans sa chaîne d'approvisionnement, soulevant des questions similaires sur la possibilité que ces bénéfices aient également financé les partenariats du Rwanda pour la balle. Revenons à Kinshasa, où le gouverneur Daniel Bumba met en garde toutes les personnes qui menacent de troubler l'ordre public et de s'attaquer aux églises dimanche 16 février dans la capitale congolaise. Daniel Bumba rappelle que la mesure interdisant l'organisation de manifestations publiques à Kinshasa prise il y a quelques semaines est toujours en vigueur, affirmant que les personnes qui iront outre cette mesure subiront la rigueur de la loi. Je vous propose d'écouter le gouverneur Bumba dans cet extrait. Ma communication se veut une communication pour rassurer les Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est en sécurité et dans la tranquillité, aussi bien dans la sérénité. Alors, je viens aussi renforcer les Kinois en vue de ne pas céder à l'intox, au message d'intoxication qui circule sur les réseaux sociaux, qui se veut promoteur de troubles, de manifestations, et puis voilà. Et je rappelle par l'occasion que les communiqués suspendant toute manifestation publique, la surséance est encore de mise, et nous rappelons toute personne qui va s'évertuer à aller à l'encontre de ces mesures. En tout cas, les forces de l'ordre sont disposées à maîtriser toute forme de vandalisme et de troubles à l'ordre public. Alors, nous appelons la population au calme et à la vigilance. Nous demandons à ce que les commerces puissent plutôt tourner, mais également les églises puissent justement fonctionner, c'est-à-dire que tout fidèle rendez-vous dimanche à l'église et aussi les gens qui administrent le culte puissent continuer à exercer leurs fonctions. Actualité sportive. À présent, les Léopards U17 de la République démocratique du Congo vont affronter dimanche 16 février le Lions indomptable du Cameroun sous le coup de 13h heure locale. Cette rencontre entre dans le cadre de la première journée du tournoi de l'UNIFAC qualificatif pour la CAN Maroc 2025. Suivez. Du 16 au 28 février 2025, les Léopards U17 de la République démocratique du Congo prendront part au tournoi de l'UNIFAC qui se jouera à Douala au Cameroun. Les Léopards cadets de la République démocratique du Congo vont affronter les Lionceaux indomptables du Cameroun dimanche 16 février 2025 au stade de la réunification à Douala dans le cadre de la première journée de ces tournois, synonyme des éliminatoires de la prochaine CAN U17. La rencontre est prévue à 13h heure locale. La République démocratique du Congo fait partie des 5 nations et a confirmé leur participation avec le Gabon et la République centrafricaine notamment. La compétition prendra la forme d'un championnat où chaque victoire rapportera 3 points, un match nul 1 point et aucune récompense en cas de défaite. Les 2 premiers du groupe valideront leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025. Celle-ci sera aussi le passage obligatoire pour la Coupe du Monde de moins de 17 ans et seul le demi-finalistes seront directement qualifiés. Place à présent à la page internationale. En Côte d'Ivoire, la viande porcine est la deuxième source privilégiée de protéines animales après celle des bovines. Alors que le pays importe une grande partie de ses besoins, le Brésil renforce depuis quelques années sa position sur ce marché en plein essor. Francine Moukeba.
La Côte d'Ivoire veut renforcer son approvisionnement en viande porcine depuis le Brésil. Ces nouveaux développements confirment la place de plus en plus importante que prend le porc brésilien sur les marchés ivoiriens. Cette dynamique a fait la Côte d'Ivoire dépasser la République démocratique du Congo pour devenir la deuxième destination africaine de viande porcine brésilienne en 2023 derrière l'Angola, alors qu'elle n'est représentée que le 13e débouché pour la filière brésilienne en 2019. Les recours croissants à l'importation des viandes porcines du Brésil est surtout symptomatique d'une filière ivoirienne qui n'arrive pas encore à prendre ses marques. Si sur le papier, la hausse de la consommation fournit un terreau favorable à l'investissement privé, sur les terrains, les choses sont un peu plus compliquées. D'après les données officielles, le pays a connu entre 2015 et 2023 5 épisodes de PPA qui ont occasionné des pertes directes de 9,2 milliards de francs CFA, environ 15 millions de dollars dans la filière porcine. Face à la problématique majeure que représente la PPA, les centres de promotion des investissements en Côte d'Ivoire veulent mobiliser plus de 21,2 milliards de francs CFA avec l'appui du secteur privé pour mettre en œuvre les projets intégrés de production porcine. L'initiative prévoit notamment des interventions sur l'amélioration génétique des porcs, le soutien à l'installation de nouveaux éleveurs, la construction et la réhabilitation d'abattoirs et la lutte contre la peste porcine africaine. Depuis 2009, le Maroc œuvre pour décarboner son mix énergétique et porter à 52% sa capacité installée de renouvelables d'ici 2030. Alors que le plan semble en bonne voie, la rationalisation de la consommation énergétique s'impose aussi comme une nécessité dans le pays. Encore une fois, Francine Moukeba. Le Maroc maintient son plan visant à atteindre les 20% d'efficacité énergétique d'ici 2030. L'efficacité énergétique constitue les rapports entre l'énergie utile produite par un système et l'énergie totale pour les faire fonctionner. Par extension, elle désigne les efforts opérés pour rationaliser la consommation énergétique, de sorte à éviter les gaspillages et optimiser la distribution. Elle est au cœur de la politique énergétique marocaine depuis 2020, année marquée par l'élaboration du projet de stratégie nationale de l'efficacité énergétique à l'horizon 2030. Concrètement, ces plans prévoient 80 mesures à mettre en œuvre pour stimuler l'économie d'énergie dans 4 secteurs relativement énergivores: les transports, l'industrie, les bâtiments et l'éclairage public. Parmi les actions recommandées dans les documents, il y a notamment la remise à niveau du parc automobile, le développement de l'autoconduite ou encore l'auto des unités industrielles énergivores. Pour rappel, le Maroc envisage d'atteindre une distribution de 52% des énergies renouvelables installées dans son réseau électrique d'ici 2030. Selon Leila Benali, cet apport est actuellement de l'ordre de 42%. C'est avec donc la voix de Francine Moukeba que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, place au rappel de différents titres. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a déclaré que la guerre en République démocratique du Congo n'est pas une guerre de défense, mais plutôt une guerre de prédation provoquant une onde de choc au sommet extraordinaire du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Vous avez eu les détails dans ce journal avec notamment le discours de la première ministre et puis mise en garde du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, aux personnes qui menacent de troubler l'ordre public et de s'attaquer aux églises ce dimanche 16 février 2025, rappelant l'interdiction de marches publiques et de manifestations dans la capitale congolaise. Et le Maroc œuvre pour décarboner son mix énergétique et porter sa capacité installée de renouvelables d'ici 2030. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement bouclé. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end chez vous. Au revoir.